La guerre avec l'Iran est-elle, comme Trump l'affirme, proche de la fin? Pour le moment, aucun signe d'accalmie, ni sur le plan diplomatique, les pourparlers étant au point mort, même si le Pakistan espère pouvoir les relancer cette semaine. Aucun signe non plus d'apaisement sur le terrain. Dans le détroit d'Ormuz notamment, depuis lundi, les Américains ont imposé un blocus dans le blocus, faisant peser de gros risques sur l'économie mondiale. Un blocage vraiment du goût des Iraniens, puisque les gardiens de la révolution menacent en ce début d'après-midi de bloquer à leur tour les exportations de la mer Rouge. Loin donc de s'apaiser, le climat reste très tendu aujourd'hui. Quelle chance dans ce contexte de voir les pourparlers de paix, si ce n'est aboutir, au moins reprendre à Islamabad cette semaine. Toutes ces questions qu'on va poser aujourd'hui à Augustin Grand-Georges. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des initiatives développement au Forum de paix, au Forum de Paris sur la paix, ancien élève par ailleurs des écoles normales supérieures de Lyon et de Paris, consultant en prospective à l'Agence française de développement. Avant d'aller retrouver Siavosh qui est à Téhéran et qui nous attend, qui réagira à la dernière menace formulée par les gardiens de la Révolution, je voudrais votre avis à vous. Je viens de résumer l'état de la situation en cette journée et à cette heure précise. Donald Trump vient de se réveiller. On sait que tout peut aller très vite au vu des différents protagonistes qui sévissent, qui agissent dans ce dossier. Est-ce que vous croyez qu'une issue est encore possible ? Une issue est certainement possible, elle sera possible sur le terrain de la négociation diplomatique. On voit bien que la guerre s'est déportée sur le terrain économique maintenant. Ça l'était déjà depuis, en réalité, le 28 février, le début des frappes. L'Iran qui s'est découvert cette capacité de bloquer l'économie mondiale par le blocage du détroit d'Ormuz. Maintenant, une situation un petit peu paradoxale ou ubuesque où Donald Trump a décidé de bloquer le détroit pour pouvoir le débloquer en retour. C'est-à-dire qu'il essaye d'asphyxier l'économie iranienne et d'empêcher les capacités d'exportation iranienne de pétrole, en particulier vers la Chine. Maintenant, vous l'avez montré, l'Iran procède à une escalade des menaces en disant pas via nos alliés au Yémen, on est capable de bloquer aussi le détroit de Bab el-Mandeb, qui est un détroit de substitution pour une partie des exportations de pétrole, notamment saoudiennes. Maintenant, en réalité, il est assez difficile de savoir, d'une part, ce que donneront les négociations qui se sont arrêtées, qui vont peut-être reprendre au Pakistan, à Islamabad, entre les Iraniens et les Américains. Si on veut prendre un petit peu de recul, il faut bien se rappeler que toute cette situation, c'est Donald Trump qui l'a créée, et tout a commencé lors de sa première élection par le retrait de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Si un accord est conclu avec les Iraniens, il sera sans doute bien pire que ce qui avait été conclu en 2015. Ensuite, Donald Trump et Israël ont mis le feu aux poudres en attaquant l'Iran et ensuite accélérant cette situation de blocage de l'économie par le pétrole, mais aussi par les engrais, et je pense qu'on pourra y revenir. On va évidemment revenir à tous ces développements, parce qu'il y a plusieurs pistes de lecture forcément. J'aimerais qu'on retrouve tout de suite Siavosh Ghazi, qui est donc notre correspondant à Téhéran, et qui va réagir pour nous à cette dernière menace proférée par les gardiens de la Révolution. L'armée iranienne qui fait monter les enchères, en quelque sorte, Siavosh, cet après-midi, qui déclare si le blocage du détroit d'Ormuz se poursuit, on va nous bloquer les exportations de la mer Rouge. Oui, et pas seulement, tout d'abord, les exportations du Golfe Persique et de la mer d'Oman, mais aussi du Golfe Persique. Cela ne veut pas dire que ça sera forcément les Houthis qui interviendront. C'est une possibilité, bien sûr, mais les Iraniens disposent de missiles suffisamment puissants, avec une portée suffisamment importante pour pouvoir frapper donc les navires dans le détroit, en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Les Houthis viendront bien sûr aux côtés de l'Iran, puisque depuis maintenant une quinzaine de jours, les Houthis sont entrés dans le conflit pour attaquer Israël. Et donc c'est un moyen supplémentaire pour Téhéran pour bloquer toutes les exportations et les importations de tous les produits dans ces deux détroits, Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz. Donc une escalade supplémentaire dans cette guerre verbale, en tout cas entre l'Iran et les États-Unis. Et puis il y a eu hier soir
encore donc une proposition de loi qui a été signée par 250 députés iraniens sur les 290 qui comptent le Parlement iranien pour dire que l'Iran doit, le gouvernement iranien doit percevoir des taxes pour le passage de chaque navire commercial à travers le détroit d'Ormuz. Donc là encore, c'est une escalade supplémentaire de la part de Téhéran. Merci beaucoup, Siavosh, en direct de Téhéran pour France 24. Augustin Grand-Georges, est-ce qu'il faut prendre la menace au sérieux aujourd'hui ou est-ce qu'il faut y voir le signe que l'on négocie malgré tout en coulisses, malgré tout ce que l'on nous raconte aujourd'hui ? Je suppose qu'il est normal que dans une période de négociation, en parallèle, les différents protagonistes montrent leur capacité de nuisance. C'est le cas des États-Unis en faisant ce contre-blocus du détroit d'Ormuz. C'est le cas de l'Iran qui en fait continue lui-même de bloquer les navires des pays, des monarchies du Golfe. Et qui menace de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. En réalité, ce qu'on voit, d'une part, si on prend un peu de recul, c'est qu'aujourd'hui, cette crise, elle montre une difficulté de contrôle maintenant de tout ce qui faisait les bases de la coopération internationale. Et au premier chef, la liberté de navigation en mer. Et quand cela est attaqué, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose qui tient. Tout le monde est un peu déboussolé aujourd'hui. Tout le monde est un peu déboussolé. Et surtout, on se rend compte que la guerre s'étant déportée sur le terrain économique, maintenant, le sujet va être est-ce que l'Iran va tenir ? Le pari de Donald Trump, il est assez simple. On asphyxie l'économie iranienne. Différentes prévisions en fait sur ce sujet. Certains disent que 2/3 des revenus des gardiens de la révolution vont être bloqués, que l'Iran sera asphyxié en quelques semaines. D'autres disent que l'Iran a en réalité des stocks de pétrole offshore qu'il est capable de continuer d'exporter. Et j'ajoute, l'armée américaine se vante de n'avoir laissé passer aucun navire depuis le début. Ce qui est faux, on l'a vu. Ce qui en réalité est faux. Hier, il y a quelques navires qui sont passés et à la mi-journée, là tout à l'heure, les Iraniens annonçaient qu'un tanker iranien avait notamment pu passer. Ceux-là même qui sont censés ne absolument pas franchir les lignes dressées par les Américains. Absolument. Et ils arrivent même apparemment à mettre le pavillon... à mettre le pavillon vers la Chine, à mettre le cap vers la Chine, pour pouvoir continuer d'exporter leur pétrole et donc d'alimenter les revenus des gardiens de la Révolution. Vous venez de rappeler le pari qui est fait par Donald Trump aujourd'hui. Pardon, mais c'est un pari qui a l'air très simple sur le papier. On sait que pour qu'il fonctionne, il faut que ça tienne dans la durée, sur le long terme. Or, c'est peut-être là que le bas blesse, parce que ça coûte cher, très cher, à l'économie américaine aussi aujourd'hui. Ça coûte très cher à l'économie américaine. Alors, l'économie américaine n'est pas l'économie la plus touchée pour l'instant. Elle l'est par l'augmentation du prix de l'énergie, du prix de l'essence. Elle l'est par l'augmentation du prix des engrais. Mais si on prend un peu de recul, c'est sans doute pas le pays qui sera le plus touché. Peut-être si on regarde par ordre de priorité. Et je vais me concentrer sur le sujet alimentaire. On a beaucoup parlé ces derniers jours du sujet énergétique, de la montée des cours du pétrole, du gaz. Tout cela affecte nos économies. On a la chance en Europe d'être relativement préservé par rapport à d'autres régions. Si on regarde la question alimentaire qui a été insuffisamment traitée et qui, plus les jours avancent, plus elle doit être regardée de près. Vous avez d'abord les pays du Golfe qui vont être assez rapidement en situation d'insécurité alimentaire critique. Parce que ce sont des pays qui, certes, exportent beaucoup d'engrais, mais en fait produisent très peu sur leur propre sol. Donc elles ont des réserves alimentaires, mais assez vite elles vont être asphyxiées. Ce sont des alliés de Donald Trump et il n'est pas impossible que la pression devienne intenable. Ensuite, vous avez des pays qui ont besoin urgemment d'engrais. Et je pense au premier chef, aux pays africains et aux pays sud-asiatiques. C'est maintenant et en juin-juillet que les grands semis de céréales en particulier ont lieu ou vont avoir lieu. Au Kenya, en Somalie, en Éthiopie, en Tanzanie, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Asie du Sud-Est, au Bangladesh, en Inde. Tous ces pays ont besoin d'engrais et on a même une estimation assez précise de la fenêtre à laquelle
se referme la capacité d'achat d'engrais, c'est-à-dire que si les engrais ne sont pas achetés et mis sur des bateaux le 15 mai, c'est-à-dire dans un mois, on a un risque de famine alimentaire dans 6 à 9 mois. Ce qui est très paradoxal dans cette crise alimentaire qui vient, c'est qu'on ne voit pas pour l'instant les prix alimentaires augmenter, relativement peu, y compris en Europe, mais en réalité, toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui ont des répercussions énormes dans 6 à 9 mois, et en particulier pour les pays qui étaient déjà les plus vulnérables. En Europe, on est relativement protégé pour l'instant, mais la situation pourrait être amenée à se dégrader. Voilà, beaucoup d'inquiétudes exprimées notamment face au risque de crise alimentaire sur le continent africain. Hein. Vous le disiez, j'aimerais qu'on écoute Bastien Renouille, qui est notre correspondant à Nairobi et qui évoque justement pour nous le sujet. Quel impact la guerre en Iran a-t-elle aujourd'hui sur l'Afrique de l'Est? Écoutez. La principale inquiétude en Afrique de l'Est, c'est l'insécurité alimentaire. Certains pays, comme le Soudan, commandent près de 50% de leurs engrais dans les pays du Golfe. Pour d'autres pays, comme le Kenya, la Somalie ou encore la Tanzanie, c'est plus de 30%. Or, la guerre a éclaté au moment où les entreprises commandent généralement leurs engrais pour une livraison fin avril, début mai, qui permettent ensuite de lancer la saison des semis fin mai, début juin. Si cette saison démarre sans engrais, eh bien les rendements seront bien inférieurs et cela met en danger la région. Et les engrais ne sont pas les seuls produits concernés. Le pays d'Afrique de l'Est exporte de nombreux produits et en importe également beaucoup, de la nourriture ou encore du pétrole. Et en termes de pétrole, eh bien, comme le reste du monde, l'Afrique de l'Est est extrêmement impactée. Les États réfléchissent à des solutions. Par exemple, ici au Kenya, certains parlent de développer les biocarburants. Et pour cela, eh bien, il faudrait les puiser dans les récoltes. Cela aussi, ça aurait un impact sur la sécurité alimentaire de la région. Et enfin, un autre impact, qui celui-ci est plus facilement mesurable, c'est celui de l'arrêt de l'envoi d'argent depuis les pays du Golfe par la diaspora des pays d'Afrique de l'Est. La Banque mondiale s'est notamment intéressée au Kenya. Lors du premier mois du conflit, 40 millions de dollars qui sont habituellement envoyés depuis les pays du Golfe vers le Kenya, eh bien, sont restés dans les pays du Golfe. Alors le Kenya a une économie relativement stable, cela ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Mais en revanche, pour des pays plus petits avec une économie plus instable, les conséquences pourraient être dévastatrices. Voilà, Bastien qui redit finalement ce que vous nous expliquez ici. Il y a quand même urgence à ce qu'on sorte de cette crise, en tout cas pour ces pays qui sont fortement dépendants de ces engrais, parce que vous nous rappeliez la date, ça va arriver très très vite. Est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de la situation et de cette crise alimentaire qui guette ? Oui, je pense qu'il faut s'en inquiéter. Il faut avoir le sujet à l'esprit. Je pense que maintenant, les Américains ont conscience. En fait, ils ont le couteau sous la gorge. Et en réalité, c'est l'Iran qui a la plus grande capacité de nuisance maintenant. Et c'est sans doute dans les mains de l'Iran que tout va se jouer et sur la capacité du régime iranien à tenir. Mais en réalité, il a déjà bien tenu. On ne voit pas pourquoi il ne continuerait pas à tenir. Je pense qu'il faut s'inquiéter de cette crise alimentaire, d'autant plus qu'on était sur déjà une situation un petit peu tangente. Alors, je veux rappeler ce qui s'était passé en 2022 et les différences qu'il y a aujourd'hui. En 2022, on avait eu la crise ukrainienne qui avait bloqué essentiellement les exportations de céréales, surtout le blé. L'Ukraine et la Russie, à l'époque, c'était 30% des exportations de blé mondiales. Aujourd'hui, la crise, elle concerne surtout... Donc on avait eu une augmentation des prix alimentaires immédiate et un sujet de famine alimentaire immédiate. Aujourd'hui, la crise, elle est un peu différente. Elle concerne les intrants, les engrais. Pourquoi ? Parce que les grands producteurs d'engrais ont besoin de gaz pour faire de l'urée, et donc des engrais azotés, et de soufre pour faire qui vient du pétrole, pour faire des engrais phosphatés. Il y a une association du manque là, c'est ça que vous êtes en train de dire. Les engrais et l'énergie qui viennent à manquer. Absolument. Et donc, à partir du moment où on a ces deux choses-là, l'urée et le soufre, qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz, et ça s'ajoute au fait que les grands producteurs d'engrais qui sont notamment la Chine, la Russie, l'Inde, en plus des États-Unis, du Maroc pour les engrais,
phosphatés avaient déjà réduit énormément leur exportation d'engrais. La Chine a suspendu ses exportations depuis 2021. La Russie est sous sanctions. L'Inde réserve toutes ses exportations, a suspendu aussi ses exportations pour réserver ses productions d'engrais à sa consommation domestique. Et donc en fait, on a un prix des engrais qui monte, c'est-à-dire un prix des coûts de production pour les agriculteurs. Donc à la fin, c'est un prix qui augmente pour le consommateur. On parle de cette crise alimentaire qui menace et commence déjà à être une réalité dans les faits. La crise énergétique, on en parle évidemment beaucoup ici en Europe. Les prix à la pompe, chacun n'est pas logé à la même enseigne. Les États ont adopté des mesures plus ou moins efficaces. D'ailleurs, selon si on habite en région parisienne ou en Espagne, par exemple, on ne paye pas le même prix du litre. Absolument. Alors, on a... Ce que je rappelais tout à l'heure, on est en Europe relativement protégé. Bien sûr, la crise est là, le prix de l'essence augmente. C'est l'Asie qui inquiète essentiellement aujourd'hui. C'est l'Asie et c'est l'Afrique. Mais d'autres pays, j'en ai pas parlé, mais le Brésil, par exemple, qui est vraiment le filet de sécurité alimentaire du monde, est touché. Les agriculteurs sont en train de perdre de l'argent et ça peut avoir des répercussions en cascade. Sur la question de l'énergie, on a la chance en Europe de ne pas trop dépendre des hydrocarbures du Golfe. On a le gaz norvégien, on a le gaz algérien, on avait le gaz russe, on ne l'a plus. Mais donc voilà, on commence à réduire le nombre de gens qui peuvent nous fournir. Mais on a aussi des capacités de production énergétique locales. On a augmenté nos capacités de production renouvelable. Et on a en France la chance d'avoir le nucléaire qui nous protège face à ces crises. En réalité... quand on est face aux crises, souvent, on ne peut pas beaucoup agir, notamment là où on n'est pas parmi les belligérants. Là, on a plusieurs leviers, vous nous dites aujourd'hui, pour essayer de pallier à cette crise. On les a activés en amont, en fait. On a quand même bien travaillé en amont depuis une dizaine d'années, voire plus, dans le cas de la France, pour construire notre souveraineté, notre autonomie. Donc quand on parle d'autonomie stratégique, de tout ça, ce ne sont pas des mots vains. Aujourd'hui, on en voit l'intérêt. Ceux qu'on voit sont quand même assez embêtés par cette crise dans le détroit d'Ormuz, ce sont les Chinois, et pour cause, ils sont fortement dépendants du pétrole iranien, malgré le fait que eux aussi ont anticipé les choses et qu'ils arrivent quand même à pallier cette crise pour le moment. Mais on voit quand même que Pékin s'agace. Trump aurait parlé à Xi Jinping ces dernières heures par téléphone. Il lui aurait demandé de ne plus fournir des armes à l'Iran. Là, on est encore dans la pression et le moyen d'échange. Les Chinois qu'on voit se tourner encore davantage vers la Russie. Ça, c'est l'autre conséquence de cette crise. On parlait des conséquences économiques, il y a des conséquences diplomatiques aussi. Absolument. Il n'est pas impossible d'ailleurs que dans le calcul américain d'affaiblissement de l'Iran, il y ait une visée d'affaiblir aussi les Chinois qui se fournissent beaucoup en pétrole, comme on l'a beaucoup dit, en Iran. Et donc la Chine a deux moyens de favoriser l'Iran dans ce conflit, c'est en fournissant des armes et en achetant du pétrole. Mais en réalité, là, face aux mesures qui ont été prises par les Américains et face à la situation qui est en train d'empirer, il n'est pas impossible que, effectivement, les Chinois perdent patience. Donc on va voir comment est-ce qu'ils réagissent. Une partie de la solution est sans doute dans leurs mains. C'est quoi le risque si les Chinois perdent patience demain ? C'est assez difficile à prévoir, mais je pense que il faudra attendre les discussions entre l'Iran et les États-Unis et tout se débloquera sur le terrain diplomatique en réalité. En tout cas, on voit que ça fait le jeu des Russes, notamment Sergueï Lavrov qui faisait des offres aux Chinois ces dernières heures. On va peut-être s'arrêter là-dessus quelques instants. Les explications sont signées, vous allez le voir, Marc Pau. Regardez. Profiter de la crise au Moyen-Orient pour compenser les impacts de la guerre en Ukraine. Voilà la stratégie affichée de la Russie, dont le ministre des Affaires étrangères effectue une visite de 2 jours en Chine. La Russie peut sans aucun doute compenser le déficit de ressources qui est apparu, aussi bien pour la République populaire de Chine que pour tous les pays désireux de travailler avec nous d'une manière équitable et mutuellement bénéfique. La Chine, tout comme de nombreux pays asiatiques, est très dépendante des livraisons d'hydrocarbures venus d'Iran. Téhéran envoyait jusqu'à présent 80% de ses exportations de brut à Pékin.
Le blocus du détroit d'Ormuz imposé par les États-Unis est donc une épine dans le pied pour la deuxième économie mondiale. La Chine et la Russie peuvent donc compter sur leur relation qui est par ailleurs cimentée par une rivalité commune avec les États-Unis. Face à une situation internationale turbulente et complexe, la stabilité et la certitude des relations sino-russes sont particulièrement précieuses. Les ministères des Affaires étrangères des deux pays doivent renforcer la communication stratégique et l'étroite coordination diplomatique et promouvoir un partenariat stratégique global sino-russe plus solide, plus affirmé et plus ambitieux. Un potentiel accord entre les deux sur la question des hydrocarbures serait une très mauvaise nouvelle pour l'Iran et pourrait acter un désengagement de Pékin et Moscou, pourtant tous deux alliés de longue date de Téhéran. Vladimir Poutine est attendu en Chine dans les prochains mois. Voilà, Donald Trump donc, qui vient de se réveiller, qui parle à la fois aux Chinois, qui menace de nouveau les Iraniens et qui est quand même censé, rappelons-le, retourner ou en tout cas renvoyer une délégation au Pakistan parce que le cessez-le-feu qui a été instauré est censé durer 15 jours, 2 semaines. On est quasiment déjà à la moitié passé de cette limite. Il faut s'entendre, il faut avancer dans la négociation. Est-ce que vous pensez, comme le laissent croire les Pakistanais, qu'il y aura une prochaine session dans les heures, les jours qui viennent ? C'est assez probable que... Bon, d'abord, il était assez compréhensible que les négociations ne fonctionnent pas du premier coup. Ça a quand même duré 21 heures avec J.D. Vance. C'est le signe quand même qu'on s'est dit des choses. Apparemment. Mais je pense qu'il était normal aussi que les partis restent sur leur position. On a un régime radicalisé d'un côté et quelques individus radicalisés de l'autre, ce qui facilite certainement pas la résolution des discussions. Maintenant, il est quand même assez probable que les discussions vont se tenir à nouveau, puisqu'en fait tout le monde est perdant dans cette situation. Les États-Unis sont clairement perdants, ils ont perdu sur tous les tableaux, à part certes un affaiblissement de l'Iran, ce qui profite aussi à Israël. Mais à part l'affaiblissement de l'Iran, mais le régime n'est pas tombé, les États-Unis ont perdu en termes d'image. Ils sont incapables d'assurer la sécurité mondiale au niveau stratégique. Ils sont incapables d'assurer la sécurité du simple détroit d'Ormuz et donc la sécurité économique du monde. Et de l'autre côté, tant que l'Iran ne perd pas, il gagne en réalité. Et donc, mais il faut aussi rappeler que l'Iran a aussi beaucoup perdu et encore beaucoup à perdre là-dedans, puisque les populations souffrent, puisque on verra bien ce que donne le blocus américain sur la capacité de l'Iran à continuer à pouvoir exporter son pétrole. Mais il est assez difficile de savoir combien de temps le régime iranien pourra tenir. Donc, à mon avis, les deux parties ont un intérêt à ce que ça se résolve rapidement. Là, on a le chef de la diplomatie iranienne qui nous dit en direct, je ne sais pas si on a l'image, parce qu'il est en train de donner une conférence de presse à Téhéran, qui confirme effectivement, voilà, on l'aperçoit, qui confirme les échanges qui ont eu lieu, échanges de messages entre Américains et Iraniens par la voie du Pakistan. Une délégation devrait retourner au Pakistan, déclare à l'instant le chef de la diplomatie iranienne. On s'y confirme aussi ce qu'Islamabad déclaré en coulisses ces dernières heures. A priori, une nouvelle session qui va démarrer cette semaine, donc dans les prochaines heures ou aux prochains jours. Qu'est-ce qui serait profitable à tout le monde à l'issue de cette séquence? Quelle solution serait acceptable et pour les Américains et pour les Iraniens demain? On sait que l'Iran espère imposer une tarification, notamment dans le passage dans le détroit d'Ormuz à l'avenir. Alors, je pense que le prétexte du conflit, c'était de limiter ou d'empêcher l'Iran de développer ses capacités nucléaires. Je comprends que la négociation aujourd'hui se joue à peu près là-dessus, avec, comme je le rappelais au début, un accord à la fin qui sera certainement moins bon que celui qu'on avait réussi à conclure en 2015 avec la présence des Européens à la table. Donc en fait, on a un peu perdu sur tous les tableaux. Mais maintenant, ce sera des garanties que l'Iran ne développe pas trop ses capacités nucléaires, une réouverture du détroit,
Sans doute que la tarification par les Iraniens par un péage sera inacceptable pour les parties notamment occidentales. Et de l'autre côté, il faudra des garanties de sécurité, certainement pour l'Iran, et qui maintenant sait qu'à la moindre occasion, ils peuvent à nouveau bloquer le détroit. Donc en fait, ils se sont découverts une capacité de dissuasion que sans doute ils n'avaient pas imaginée aussi forte. Renforcer ce fameux nouveau régime, comme se plaît à le répéter Donald Trump? Oui, on va bien voir ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils espéraient faire tomber le régime. Je comprends qu'en réalité, les conseillers de Donald Trump les plus avisés lui avaient dit que c'était impossible et que le régime ne tomberait pas aussi facilement. Donc, je crois que maintenant, ils doivent s'y résoudre. Et par ailleurs... on entend effectivement un peu tous les jours que la guerre est presque finie. J'ai l'impression que ça fait 1 mois et demi. Il essaie de se convaincre lui-même. Que la guerre est presque finie. Donc je crois que c'est très très incertain. Merci beaucoup Augustin Grandgeorges, merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Évidemment, on va continuer à suivre les derniers développements avec un focus évidemment sur la situation. On n'en a pas parlé ici au sud Liban. Les frappes ont repris ce matin, des tirs du Hezbollah sur le nord d'Israël, des frappes israéliennes également au sud de la capitale Beyrouth et au sud du pays du Sahel. On retrouvera Cyril Payen qui est notre envoyé spécial. Restez avec nous.